enregistré pour le replay, comme ça après je vais le poster. Ça Bon. va, ça marche. Tac, on va se mettre sur le S&P. T'as vu le Nasdaq qui commence à partir là? Ah, les 166, hein, et c'est un très bon niveau ça, hein. C'est le niveau. Euh, Alors, il est 17, et ben c'est parfait. On va commencer l'analyse. Alors je vais me remettre sur l'écran. Écran, tac, tac, tac. Je vais mettre sur celui-ci. Dans un premier temps, je vais mettre sur celui-ci. Pour ceux qui n'ont pas encore dit leur choix, SP ou NQ pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Vous pouvez mettre ça dans le chat. Ah non, 2, 3, 4 S&P, 2 Nasdaq pour l'instant. 5 S&P. Alors, je vais commencer. J'ai envoyé hein, le workspace. Pour ceux qui utilisent ATA, ça les intéresse. Il y a des périodes d'essai aussi si vous voulez, hein. C'est pas de la vente de logiciels ou de plateformes. Vous pouvez juste faire une période d'essai de 14 jours. Pensez bien à annuler par contre pendant le 13e jour, hein. Pour pas, parce que je crois de mémoire, il faut mettre la carte. Ici, on a une analyse sur le S&P alors que j'ai posté sur YouTube. On va refaire le point très rapidement. C'est une analyse un peu plus dézoomée qui est sur du moyen à long terme. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser potentiellement ces zones-là pour scalper. C'est trop gros. Le marché ne pourra pas faire, entre parenthèses, pour faire simple, même si quand on scalpe avec un graphique classique, hein, support résistance, si vous mettez un support weekly et une résistance weekly qui est à peut-être 200 points sur le S&P, hein, non, je prends peut-être beaucoup, ouais, non, ça peut le faire, ouais, 200 ou 100 points sur le S&P, bah, si vous scalpez par la suite, ben il y a des cas où il le fera en une journée, mais dans votre session, il ne fera jamais le support weekly, il va aller chercher Oui. le support, la Oui, résistance weekly. je vais le faire moi. Euh, Ouais, tiens. Ah, je te laisse sur mon visuel. donc là, on est sur une analyse vraiment dézoomée pour voir un peu le S&P. Donc, on est sur des plus hauts historiques, donc les ATH, et on commence à ranger dans cette période. Euh, Maintenant, on a notre zone acheteuse qui n'a pas cassé avec la sortie des chiffres NFP pour l'instant. Après, il y a l'Open, il y a le cash qui arrive, donc les Américains ils seront là. Et là, on verra par la suite. Donc là, sur du moyen à long terme, on a notre zone vendeuse, on a le middle range, donc le milieu du range. C'est une zone qui est en même temps acheteuse et vendeuse. Donc le marché la travaille. Pour ceux qui ont tradé, alors je crois que c'était le mardi ou le mercredi 8 ou le mardi 7, c'est une zone où on est resté vraiment toute la session sur cette zone intermédiaire. Donc c'est des zones plutôt entre parenthèses, pas dangereuses, mais voilà, il faut vraiment faire attention quand on arrive sur des zones jaunes entre parenthèses. Euh, Maintenant, je vais passer sur le. Alors, comment je peux juste changer d'écran sans couper? Partager, changer de fenêtre. Top. Je vais passer maintenant sur ce qui nous intéresse le plus. C'est. Tac. Je pense que ça a changé maintenant, c'est ça? Vous voyez? Ok, mon curseur. Et donc là, on est sur notre analyse de notre session de scalping. Donc ça, ce qui va nous intéresser le plus. Ce que vous voyez, les lignes bleues, ce qu'on appelle, c'est des lignes de TP, c'est-à-dire à la sortie de ce range, de cette zone vendeuse ou acheteuse. Hein, dans ce cas, on a les deux sur les deux côtés. Et ben, c'est là où le marché, il a une... On voit pas ton écran. Ah Moi, je bon? vois pas ton écran, mon putain. Ah bah, je le vois, il est partagé, non? Moi, je sais pas, peut-être que je suis le seul qui le voit pas, mais Et tu le vois? on voit l'écran, oui. Faut juste Tu cliquer, dois. regarder le stream, un truc comme ça sur le live. Exactement. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Frédéric, tu peux couper ton micro, s'il te plaît?
là, on est bon. Tu le vois, c'est bon? Ouais, c'est bon, merci. Ah, c'est top. Donc là, on a l'excès de la news qui sort de notre volume vendeur. Donc on fait les 20 points. C'est là où on a une très forte probabilité d'aller toucher cette zone. Et là, on réintègre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors on verra par la suite sur mon graphique 500 ticks. Là, on va trader. Donc on ouvre potentiellement sur un support. Donc plus haut que les 5918, on va essayer de chercher que des achats sur le carnet, c'est-à-dire qu'un palier de prix acheteur. Et euh, et plus bas que cette zone vendeuse, bah, on va essayer, acheteuse, pardon, on va essayer de faire des shorts pour aller chercher le premier TP. Si le marché décale encore plus, on va aller chercher le deuxième qui est à 36 points. Donc on a 17 points, à peu près 18 points à la baisse sur le premier scénario, 35 points et le pire, entre parenthèses, 56 points. On peut aller plus bas, hein. Parfois je prévois court, mais bon, vaut mieux en prévoir petit et ne pas s'attendre à une très grosse variation et en prendre le maximum de la variation qu'on avait prévue d'avance. Et inversement, si on passe acheteur, donc on va faire potentiellement 16 points à la hausse sur le S&P, on arrive sur cette zone intermédiaire, on va détecter sur le carnet notre acheteur et vendeur, et si notre vendeur lâche, eh ben on va aller chercher des achats pour aller chercher la contrepartie, et là ça peut être vraiment top parce qu'on aura une variation à 40 points. Et si le marché retrace, et ben là on va essayer d'aller chercher notre contrepartie plus bas, donc notre vendeur. Voilà comment ça se présente un peu le graphique de volume. Alors il est en H1 pour pouvoir mieux, que ça soit plus lisible, mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs stratégies et toutes les stratégies fonctionnent bien évidemment si on a un très bon management derrière, hein. Quel que soit en trade les carnets, quel que soit en trade les graphiques, les indicateurs, peu importe ce que vous faites, si on gère bien son risque, et ben normalement il n'y a pas de raison de ne pas gagner de l'argent. Maintenant, la spécification, c'est ça qu'on dit? Ouais, je pense, de cette stratégie, c'est qu'on va trader plus le volume, donc on va plus se baser sur le volume et pas le temps. D'où le carnet, et là, je vais essayer de trouver, c'était là, changer de fenêtre, écran, donc là, on va passer, il est où mon carnet? Il est là. Donc là, normalement, tout le monde voit mon carnet d'ordre et un graphique à 500 ticks. Donc encore une fois, c'est pas grave, hein, si on utilise un graphique M1, M3, M15, vraiment tout dépend de votre façon de faire. Mais en tout cas, voilà. Ici, ça va être un graphique 500 ticks. Et maintenant, on va être beaucoup plus zoomé sur le marché avec le carnet, avec le volume profile pour pouvoir trader notre session. Maintenant, on va faire un point sur le volume profile. Donc, le volume profile, c'est 70%. Alors, tout dépend comment vous le configurez. Il y a deux configurations. Il y a 68% et 70% de la concentration du volume depuis l'Open Future, donc le Globex depuis minuit. Et donc là, on a une VH et une VAL, donc la Value Area High et la Value Area Low. Donc le bas du volume profile et le haut du volume profile. À l'intérieur de ce volume profile, on a le VPOC, Point of Control. Donc c'est le point de contrôle. Mais ici, comme on a dit, on se base sur le volume. Donc c'est pour ça, c'est le VPOC, c'est-à-dire c'est là où on a le plus de volume échangé sur le marché. Alors si je regarde, c'est les 5950 normalement, 5900 pardon. Et là, on voit qu'on a 4124 lots. Et donc si vous regardez tout votre carnet, à aucun moment vous allez voir un prix où on a échangé plus que 4124. Là, on a 3966. Alors, ça arrive parfois, on a le 2 POC parce que c'est le même chiffre, donc il le met automatiquement. Mais voilà, c'est tellement volatile que ils vont rester, on va avoir deux VPOC pendant 2-3 secondes et après, à un moment donné, voilà, il y en a un qui va dépasser l'autre. Et donc là, c'est le VPOC. Donc, encore une fois, on se base sur le volume. Pour un POC classique que vous voyez, je pense que TradingView, pour ceux qui utilisent TradingView, etc., donc faites faut faire attention entre la différence entre le VPOC et le POC. Donc le VPOC, c'est là où on a échangé le plus de volume. Et le POC, donc le Point of Control, c'est là où le marché a passé le plus de temps. Okay, donc à vous de voir si votre analyse elle est basée que sur le temps. Et bah, si vous utilisez un VPOC, ça peut un petit peu, voilà, c'est hors piste entre parenthèses. Si vous tradez le temps, bah faut rester sur le temps. Ok, on prend un POC classique, pas classique, un POC sur le temps. Qu'est-ce que je voulais dire
d'autre? 26-45 secondes, donc il nous reste 3 minutes avant l'Open. On a eu NFP. On a l'indice de Michigan. Alors sur Investing, il y a 2 étoiles. Mais normalement c'est un 3 étoiles plus. Alors surtout sur le Nasdaq, c'est un des indices. Pour ceux qui traitent le Nasdaq au carnet d'ordre, n'hésitez pas à regarder. Vous allez voir que le carnet du Nasdaq, il se vide quasi 40 secondes pour pas dire une minute avant la sortie de l'indice Michigan. Alors je sais que le S&P un peu plus lourd, il se vide moins. Mais en tout cas sur le Nasdaq, on le voit vraiment. Hein. Donc l'indice de Michigan, il faut vraiment faire attention. Sinon après on a les positions CFTC, donc les Commitment of Traders, mais ils sortiront le soir. C'est les positions prises par les dealers, les leverages, etc. le mardi. Donc on a 3 ou 4 jours de retard sur ces positions. C'est intéressant, n'hésitez pas à aller le regarder, il y a un site intéressant. Et puis le rapport est un petit peu compliqué à lire, mais il y a le rapport sur le CME Group qui est plutôt plus lisible avec des graphiques. C'est beaucoup mieux hein, que le vrai rapport. Ça sort vraiment, on dirait un fax ou un plan de vol pour ceux qui font un peu d'aviation. Il n'y a que des chiffres et des tableaux vraiment un peu à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on doit, entre parenthèses, alors on n'anticipe pas le marché, mais on a un marché qui va être plutôt, alors normalement on doit avoir une belle variation. Pourquoi? Parce qu'on va ouvrir sur une zone importante. Si on ouvre sur une zone intermédiaire, bien sûr, hein, les zones ils sont faites pour être traversées, c'est tout à fait normal parce que les marchés ils prennent la tendance, alors surtout les zones de scalping, mais il y a des sessions où on ouvre sur la zone intermédiaire et puis on va rester dans cette zone avant de décaler ou pas, comme c'était quand? C'était le 8, ouais c'est ça, c'était le 8, et là c'était affreux hein, cette journée, affreuse. Là on ouvre sur une zone plutôt intéressante. Donc là, je vais trader le S&P avec vous. Alors, je sais pas, voilà, hein, on reste un peu vraiment focus sur le côté technique. C'est pas que je trouve des excuses, c'est un indice que je traite pas souvent, que j'ai appris le carnet sur cet indice, mais ça fait au moins 3 ans que j'ai pas tout. Alors, je fais des replays avec les élèves, etc. sur le S&P pour apprendre le carnet, mais c'est pas vraiment le carnet l'indice que je trade. Donc, je vais être un petit peu, voilà, plus long. Et un peu plus compliqué que le Nasdaq. Ce qu'on va faire maintenant au début, on va suivre sur le carnet les prix. Donc on va travailler que des prix, on va suivre les paliers donc acheteurs et les paliers vendeurs. On voit qu'on ouvre plus haut que cette zone acheteuse. Donc normalement, après confirmation, notre biais, ça va être acheteur, okay, pour aller chercher la contrepartie. Si le marché décale sous les 5916, on va être baissier pour aller chercher 17 points à la baisse. Et si on est aussi, on a dit combien? 17 points à la hausse. Ce qui fait, honnêtement, si on touche ces zones-là et qu'on arrive à bien gérer sa session, ça nous fera une très belle journée. Donc c'est parti. Ouverture de marché, je reset mon inside print. Et comme vous voyez, donc on a eu une belle réaction et les 17,75 pour l'instant absorbent le marché. Donc là, on a ce prix-là qui tente d'acheter et de tenir cette zone. Donc on va attendre des confirmations. Les 17 lâchent et on a un 15 qui achète plus bas et qui peut potentiellement renvoyer le marché à 17. Donc on est un peu dans la zone, mais on peut potentiellement dans un premier temps commencer à tenter des shorts. Donc là on a fait 16,50, on revient sur les 15, on ne dépasse pas les 15 et donc tout ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un short de breakout. Je prends un stop et là on a le marché qui décale. Ok, donc on est sur moins 4 ticks sur le premier trade. Et donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des mini-stops pour que quand on prenne la tendance, eh ben, on a un marché qui part vraiment dans notre sens. Donc là, on a les 10,50 qui absorbent le marché, on le voit sur l'inside print, et qui renvoie le marché à 12,25. Et 12,25 revend le marché où on va potentiellement casser les 10,50. Donc tout ce que je vais faire, je vais essayer d'attendre un retour à 10,50, 9,50. Et là, je shorte le marché et je me mets un stop très court. Là, je vais mettre BE. On revient sur le POC. Il y a une très grosse probabilité que le marché revient sur mon prix d'entrée. Et donc, ça ne sert à rien de rester BE. Maintenant, on a le POC à 0,7 qui a protégé notre position. On va commencer à se placer derrière. Nous sommes en short. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder
les acheteurs en face. C'est l'inverse, c'est la contrepartie. Et qui achète en face? Eh ben, c'est les 0,3. Donc maintenant, pour les 0,3, il va renvoyer le marché à 7. Et notre objectif, que les 907 vendent le marché. Ok, là, je sors sur un stop suiveur. Je reset mon inside print. On a vu juste revenir pour me sortir, mais c'est pas grave. On va revenir sur les 0,3 et on va faire la même chose. Donc, si les 5903 lâchent, on va continuer à shorter. Maintenant, c'est les 5907 lâchent. Donc, on aura un palier haussier. Donc, sur le carnet, si on n'utilise pas les volumes, on peut passer acheteur. Mais puisque pour ma part, mon plan plus bas que cette zone verte, je vais faire que des shorts. Donc, pour moi, je vais rester en stand-by et je vais attendre le prochain palier de prix baissier. Donc là, on a les 7 qui lâchent et on a les 10 qui tiennent le marché. Donc maintenant, le palier de prix est haussier. Donc le mouvement, la tendance potentielle sur la micro-variation, voilà, elle est haussière. Et donc tout ce que je vais faire, bien évidemment, je vais regarder l'inverse. Ils sont où mes acheteurs? Donc on a les 7 maintenant, on regarde sur l'inside print, vous voyez, on a les 7 qui achètent le marché et on voit le marché jusqu'à 11,25. Je reset mon inside print pour voir ce que les 7 vont faire. Et si les 7 lâchent, c'est à partir de là où j'ai une confirmation sur le carnet que mon palier est baissier et je vais commencer potentiellement à shorter mon marché. Et donc là, on a un excès sur les 7. On accumule plutôt pas mal. Allez. Donc le marché va rester entre 7 et 10. C'est notre vendeur et 7, c'est notre acheteur. Vous voyez ici. Et là, on confirme le palier de prix haussier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre vendeur à 10, il a lâché. Donc, si vous êtes des traders contrariens, il y a une possibilité potentiellement de tenter des achats de breakout sur les 10. Donc là, on revient pour réintégrer notre zone de volume acheteuse. Et là, on reste encore plus bas. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de détecter il est où notre acheteur et il est où notre vendeur. Plus bas, on achète, on short, pardon, et plus haut, on achète. Ok. J'ai 16,50 qui est acheteur et 19 qui absorbe et qui injecte des ordres en short. Donc, j'ai 16,50 mon acheteur, 5919 et mon vendeur. Si je casse les 16, je suis plus bas que la zone acheteuse, donc je passerai en short. Et si on casse les 19, bien évidemment, je passerai à l'achat. Donc pour l'instant, je n'anticipe pas le marché. Je vais attendre une confirmation et après, je rentre en position. Donc là, on sort plus bas que les 16. Allez, fais-moi un retour. Pas de retour sur les 16. Et le marché décale à la baisse. Maintenant, le palier de prix est baissier, donc tout ce qu'on va faire, on va regarder la contrepartie. Parce que cette contrepartie, donc ces acheteurs, on va utiliser ce prix-là pour le shorter par la suite. Et donc là, j'ai 12 qui est mon acheteur. Donc j'ai fait tenter un short, ouais, c'était rapide, 12,50. Donc je sors sur un stop. Alors il balaye un petit peu le S&P. Il nous a fait un tout petit excès. Donc là, pour l'instant, on ne prend pas de direction, sachant qu'on a l'indice de Michigan en 25 minutes. Donc, on ne va pas utiliser toutes nos cartouches entre parenthèses. On va essayer d'en garder un peu si l'indice Michigan nous ramène une très belle variation. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, là, on a eu un short avec un stop. Le marché, il était dans notre sens. Donc, l'analyse, elle était bonne. L'exécution, bon, on peut... Voilà, prendre un stop plus large, vous rentrez peut-être en micro, et dites moi si je trade avec 5 micro-lots S&P ça me va, mais je doublerai mon stop, à vous de voir. Mais en tout cas ici on était en short stop et le marché part, ici il part dans notre sens. Ici bon, c'est un peu entre les deux, mais quand même on a eu une belle variation pour nous à la baisse. Et donc là on va attendre un petit peu. On revient sur la zone, c'est une zone très très importante sur le S&P comme sur le Nasdaq. Ils sont vraiment posés sur des zones qui sont plutôt pas mal. Donc là j'ai 17 qui est encore, et là c'est mon vendeur. Maintenant les 12 qu'on a essayé de shorter tout à l'heure
qui sont notre acheteur, et ben, tout ce qu'on va faire, on va essayer de tenter un breakout. Donc là, tout ce qu'on veut voir, c'est qu'il y a un vendeur qui baisse son prix et qui va chercher les 12,50. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on voit qu'il y a un acheteur à 12,50 et on baisse le prix pour aller chercher à vendre en face de cette contrepartie. Et c'est le cas. Maintenant, le point d'entrée, c'est là où ça va être un petit peu compliqué. On a ce breakout sur les 10. Je me place derrière la dernière injection sur l'inside print. Est-ce qu'on va être exécuté ou pas? 10,25. Allez, il a fait 10. Allez, 10, il a fait 10 à un tick. Je reset. Et là, on sort sur un stop de 3 ticks. Et le marché part. D'accord. On va attendre un petit peu. 370, 400 lots en limite en vente. Donc, on va voir si c'est un spoofer ou pas. Un spoofer, c'est quelqu'un qui va poser des ordres. Ouais, il les annule quand le marché commence à monter. C'est quelque chose d'interdit, mais on le fait, on le voit souvent. Et là, on a un marché qui part sur notre short. Donc là, vous voyez, hein, on est sorti vraiment sur cette phase d'accélération. Alors, je mets mes graphiques en petit pour pas être, entre parenthèses, impressionné par les bougies, par la variation. Vous voyez, sur ce short, c'est dommage parce qu'on est rentré plus haut que la phase d'absorption de vendeur. Malgré ça, on a eu un excès. Ça arrive, c'est comme ça. Hein. On peut pas, c'est tout dépend ce que le marché essaie de nous donner. Donc là, on peut potentiellement continuer à être baissier, mais il nous reste à peu près 5 points de variation. Donc on va voir si on arrive peut-être à prendre un trade. Et donc là, nous sommes en short, donc on va aller chercher et regarder la contrepartie, c'est-à-dire nos acheteurs. Et là, on va regarder ensemble. On voit tous que sur le carnet, les 3,25, 903, 25, 903 pardon, et 3,25, ils sont en train d'acheter le marché. Et là, il y a un vendeur qui baisse son prix face à ces trois. Allez, un retour sur 3 ou 3,25 et on peut potentiellement prendre un short si le S&P voudrait bien nous faire un retour. Il ne reste pas beaucoup pour toucher la zone, quelques points, donc on va essayer de prendre un scalp. Pourquoi? Parce que si le marché peut se retourner et repartir à la hausse, comme il a fait ici à la news. Ok, donc là on revient sur cette zone de TP qu'on va encore trader. 5900, c'est notre vendeur, c'est celui qui a permis que le S&P aille chercher cette zone. Et là, vous voyez cette phase d'accumulation, les 87,50, pardon, c'est l'acheteur. Et il est assez puissant pour renvoyer le marché à 900. Donc là, on a 97,50, pardon, notre acheteur, et 900, c'est notre vendeur. Okay, on est sur la zone, donc plus haut que 900, on va passer à l'achat pour suivre l'order flow, donc notre tendance. Et plus bas, on va passer en short. Allez, un retour à 900. Ok. Ah, j'ai pas eu le temps de mettre mon stop très court. On a tenté un breakout sur le 900, on va rester un deuxième breakout sur le 900. On a des achats market que vous voyez sur le carnet. Ok, et donc là j'ai deux stops sur le même palier, c'est-à-dire je vais attendre le breakout de ce palier-là. Donc c'est pour pas tenir tête au marché. Pour pas tenir tête au marché et rester vraiment sur... on va laisser donc le marché sortir de cette zone-là. Et quand il part plus haut que ce palier où on s'est pris de stop, c'est là où potentiellement on repassera encore à l'achat. Si le marché part plus bas que 97,50, on passera short. Les 900, donc c'est un vendeur qui vend en limite et que vous voyez qu'on a beaucoup d'achats market en face. C'est pour ça qu'on a tenté 2 fois. Là, sur la 3e fois, il passe, mais c'est pas pour ça que la prochaine fois, je me dis, bah, c'est pas grave, je vais tenter encore un 3e, un 4e stop. Non, parce que le marché risque
de ranger. Et là, on peut se prendre beaucoup plus de pertes. Allez, 97,50, on revient plus bas, c'est parfait. Ok, très belle accélération. Les 900 et 97,50, donc vous voyez, on reste vraiment entre ces deux prix. Et là, c'est parti, on confirme un palier de prix haussier. Donc potentiellement, on peut passer à l'achat. Alors, je me place à 900A. Malheureusement, je n'ai pas été exécuté à quelques lots, à quelques ticks, pardon, à 2 ticks. Et donc là, on a un marché qui décale dans notre sens, mais sans nous, malheureusement. Donc, on annule les ordres. On va attendre le prochain décalage. Ok, donc 905,75, c'est le vendeur. Donc là, on a 900 que vous voyez tout à l'heure qui était le vendeur. Il passe acheteur et on va chercher les 905,75. Donc notre marché maintenant, il est entre 900 et 905,75. Donc on voit déjà que le S&P fait des grosses variations. On est à 5 points de variation entre acheteur et vendeur, ce qui est énorme pour un S&P et c'est normal. On a un VIX presque à 19. Donc, entre les deux, on ne rentre pas, surtout sur un marché qui varie beaucoup, qui est plutôt un petit peu volatile pour un S&P, même si ça reste quand même, ça va, mais ça reste quand même volatile. Et là, on revient sur les 900. Donc, on accumule sur les 900. Est-ce qu'ils vont tenir ou le marché lâche? De toute façon, les shorts, c'est à partir de 97,50. Donc ça vous évite de shorter le plus bas entre parenthèses et le marché se retourne contre vous. Il ne faut juste pas qu'il reste en range, bien évidemment, puisqu'on trade les breakouts. Allez, 900. C'est parfait. Hein. On a une très belle phase d'accumulation. On a un vendeur qui vend vraiment limite au plus bas. Donc, de façon générale, on verra tout à l'heure sur l'order flow. Et le marché ne décale pas. Donc, on a un acheteur qui absorbe vraiment en limite. C'est top. On va essayer de tenter un achat. Alors, il est un petit peu excité aujourd'hui. 5. Allez, 5,75. Ok, là, on a un stop sur les 5. Et le marché part. Ok. Maintenant, on va regarder le 10 qui a renvoyé le marché à 5, hein, donc le nouveau vendeur, puisqu'on va regarder la contrepartie. Et on va tenter un deuxième sur les 5. On a fait 5, 25. Et on va tenter un breakout sur les 10 maintenant. Donc un trade agressif, on va acheter les 10. Un trade classique, on va acheter notre support. Ok, pour l'instant, il n'y a aucune injection market à l'achat hein, sur les 5. Donc pas de confirmation sur le carnet.
et le palier part baissier. Allez, 97,50, il est là. Ok, et là, le 97,50 lâche. On va essayer de rentrer en short. Si on a un bon petit retour. Allez, 97,50. On a fait 96,75, encore 2 ticks. Allez, encore 2 ticks. Allez, encore 2 ticks. 94,50 c'est notre acheteur. 97,50 c'est notre vendeur. Je tenterai peut-être pas un trade agressif en short sur les 94,50 puisqu'à chaque fois le marché revient vraiment sur le prix. Peut-être là il va partir directement, mais en tout cas ce qu'il nous a fait depuis tout à l'heure, c'est qu'il revient vraiment à son prix. Donc là on va attendre un retour. Ouais, si on casse, là on peut partir plus bas. Malheureusement, on l'a raté celui-là à 3 ticks sur les 97,50. Direction les 5880. Le retour, elles sont énormes sur le S&P. On va faire un retour ou pas à 94,50 au moins. Allez, 4 points. Là, on est un peu loin, mais il peut les faire. 4 points S&P sur le retour. Il nous reste 10 minutes pour l'indice de Michigan. Allez, 94,50. On est dedans. Je reset mon essai de print. C'était rapide la réaction. Allez, 94,50. On a fait 94. 2 ticks. Non. Il ne les a pas fait. On est vraiment revenu juste sur 94 et pas 94,50. Donc 89 c'est notre acheteur et 94,50 c'est notre vendeur. Et puisque l'order flow est baissier, puisqu'on est plus bas que cette zone, donc bien évidemment, on va plus shorter notre vendeur et ne pas acheter notre acheteur. Sauf si vous avez des traders contrariens sur cette micro-variation, puisqu'on scalpe, eh ben, vous pouvez le faire bien évidemment libre à vous. Allez. Oula, oula, oula. Il fallait recentrer mon carnet. On est bon. Donc, tout à l'heure, on a fait 94. Là, c'est 92,50. Si il lâche, on peut potentiellement revenir sur les 94,50. Allez, 92,50. Allez, 94,50.
Ok, on a fait 92,50. Donc on a potentiellement un vendeur qui commence à baisser son prix. On va regarder maintenant sur les 89. Et pourquoi pas tenter un breakout sur les 89 si on a une confirmation. Ok, non, retour sur 94,50. 92,50 maintenant, il injecte encore. C'était très 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 rapide. Hein. Et là, on va tenter un breakout sur les 89. On n'a pas été exécuté. On va voir ensemble. Allez, il a fait 88,50. On est à 89. Encore 2 ticks. S'il nous fait un retour et on est exécuté à 89, c'est top. Sinon, je pense qu'on a raté. Ouais, allez. On est dedans. C'est parfait. On va se mettre juste à 2 ticks hein, derrière la dernière accélération. Et là, il doit vraiment partir à la baisse. Je reset mon inside print. Non, il part pas. Allez, 87, 89. Hein. On est entre acheteur à 87 et vendeur à 89. On est en short, donc si les 87 lâchent, c'est là où on va se mettre BE. Et on va commencer potentiellement à le manager derrière les 87. Et là, on doit voir. Ouais, non, ils vont pas. Ils balayent beaucoup. Ouais. C'est dommage. Alors, pour ceux qui scalpent, purement scalper, bah, vous pouvez vraiment profiter hein, de ces variations. Pour ma part, j'essaie d'attendre, prendre un scalp de tendance où j'essaie d'accompagner le mouvement le plus longtemps possible. Allez, on va rester sur ces 89. Pour l'instant, ils vendent bien. 87, on va retenter un breakout maintenant sur 87. Ou shorter les 89 si on a un retour sur les 89. Donc 87. Allez. 89. Il l'a traversé. On absorbe. « 88,75. On est dedans. On va se mettre à 2 ticks de stop sur ce trade. On casse les 87, on se met BE. Et là, tout ce qu'on veut voir, c'est un order flow baissier au moins. Donc, comme on a dit ici, hein, pour les 80, donc 8,25 S&P qui nous fera 33 ticks si le marché est directionnel. Alors, il est directionnel, mais s'il part un peu en ligne droite, qui nous facilite un peu la tâche. C'est 86 hein, de tout à l'heure, 85, hein, qui ont fait retracer le marché à notre petit stop suiveur ici. Donc là, s'il lâche, on est dedans. Si vous êtes scalper, bah vous pouvez encaisser ici ou mettre un TP à 85 ou à 86. Allez, il va nous sortir, je pense, BE sur ce trade. Un tick. Allez, on vend. Il y a 85 lots. À 85, pardon, il y a 228 lots. On va voir si c'est un spoofer ou pas. Le marché ira toujours chercher entre parenthèses de la liquidité, hein, la contrepartie. Et ben non, on a un marché qui pousse pour l'instant. Il ne se retire pas, donc pour l'instant c'est pas un spoofer. On verra après sur l'inside print quand on le touchera. Est-ce que c'était vraiment 230 lots ou il va se retirer avant? On a du mal à descendre. On descend mais ouais. Ok, BE sur ce trade. Et on revient encore sur ce 89. Et c'est là, je pense, on va chercher les 85.
dans 4 minutes, alors on va attendre l'indice de Michigan. Dans 4 minutes, on prendra, d'autres trades. Ça va être plutôt pas mal. On va laisser un peu de souffle pour le marché. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat ou en vocal avec plaisir. Donc reste avec un lot, on est moins de 150 $. On va essayer d'aller chercher peut-être moins 400, moins 500 maximum pour une journée comme ça. Hein. Ça sert à rien d'aller chercher plus. Vous voyez, quand avec un lot, on prend des petits stops. Tout à l'heure, on avait des trades à plus 300, plus 260 $. Donc c'est largement suffisant de rattraper. Hein. C'est des petits moins. Et quand on prend le plus, on prend un très gros mouvement. Dans 2 minutes, on aura la sortie de la news. Je sais pas si je vous entends. Ah, j'entends pas, c'est ça? Quelqu'un a parlé, Mousse, ou pas? Ou c'est par chat? Non, c'est pas. Il y a Mousse qui te parle dans le chat. Ouais, et je voulais pas déranger, mais en gros, il y avait Samir qui demandait la rediffusion du stream, ça va être où? Sur ta chaîne YouTube? Ouais, c'est ça. Et puis je t'enverrai les liens si tu veux la poster ici ou voilà, où il passe directement sur la chaîne YouTube de Trading Institute. Ok, ok, je vais Avec poster plaisir. ça. Ça marche. On va lui les liens. Yes. Tout max. Donc là, on va attendre un petit peu la sortie de la news dans 1 minute. Les buys et les sells. Alors, sur ton DOM, buys et sells. Avec plaisir, Samir. Sur ton DOM, buys et sells sont des ordres marché. Buys et sells. Ici, oui. C'est ça hein, que tu veux. Oui, c'est ça. Dans les side print, c'est des ordres market. Mais les ordres market qui sont en face des ordres limites. Donc indirectement, on peut potentiellement voir les ordres limites qui étaient en face. Pourquoi? Parce que pour acheter en market 5 lots sur un prix X, comme ici par exemple 37 lots, on voit qu'on a acheté 37 lots, mais ces 37 lots à la base, c'était donc des 37 lots limites en vente, et on est venu acheter 37 fois en face. Donc ça peut un peu dire, ça dit les deux, mais c'est vrai, l'origine de ces ordres, c'est des ordres limites. C'est pour ça, moi, sur les sells et les buys, il y a la couleur, elle est différente, parce que quand il y a un lot en limite en vente, en sells, pardon, en vente, on a la contrepartie, c'est un acheteur. Et quand il y a un lot à l'achat, la contrepartie, elle est vendeuse. Sortie de la news, donc c'est là où on part hein, chercher la zone. Bien évidemment, vous voyez hein, que le carnet maintenant, c'est quasi impossible de le trader. Donc, on va attendre que le volume revienne tout doucement. On revient sur la zone d'achat qu'on avait vue ensemble au début hein, du live qui est en daily et c'est une zone très très importante. C'est pour ça qu'on a un marché qui balaye un petit peu parce qu'on est, comme on peut dire, hein, pour faire simple, sur une phase d'accumulation en tout cas sur cette zone. On verra par la suite si vous voulez sur le graphique daily de volume. Donc plus bas que cette zone, nous sommes vendeurs, pardon. C'est bon, le carnet commence potentiellement à se calmer. Et donc là, on peut reprendre nos trades. Donc on a 72,50 qui a plutôt pas mal accumulé, il vient de lâcher. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la contrepartie. Si on a un acheteur en face, et on va tenter un breakout sur cet acheteur.
67,25. Allez, c'est parti. Donc 67. Les retracements, ils sont énormes. C'est bien ça. Donc là, on revient sur les 70. Je vais tenter un short, 69,25. Ouais, on n'a pas été exécuté non plus sur ce trade. Allez, est-ce que 67 peut renvoyer encore le marché à 69,25? À 69,50 exactement. Et je suis protégé par le volume derrière des 70. Ok. Il ne l'a pas fait. Donc là, on va essayer de tenter un breakout sur les 67. Pas de retour sur 67 non plus. « 65,50 ». 64, c'est le dernier acheteur qui tient le marché. On va tenter un trade agressif. On short le plus bas. Mince, faut juste pas que je... On va le sécuriser très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un trade de breakout. On est sur la zone, le marché peut se retourner contre nous, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, voilà, on tombe sur une très belle injection. On a les 60 qui sont acheteurs. Donc maintenant, l'objectif, c'est que les 60 lâchent. Malheureusement, on tombe sur une zone de rebond. Ça peut se retourner contre nous. Ou quelques ticks plus haut que nous. Voilà, on est BE, pardon. Et après, le marché part, mais c'est pas grave. On va vraiment essayer de chercher. Ok, donc là, on a la réaction technique, entre parenthèses, sur la zone. Je vais retravailler potentiellement mon 64 en short si j'ai une confirmation sur l'inside print. Là, pour l'instant, vous avez vu, on a eu un achat market directement. Donc, le 64 lâche. Et là, on revient sur 64 après cet achat. Et c'est là où je vais rentrer en short et mettre un stop à 4 ticks. Je réduis mon risque. Dès qu'on cherche les 60, je vais mettre BE. Et on va tenter un breakout sur les 60 pour potentiellement être dans la tendance baissière. Et là, on a un deuxième BE. On revient sur 64. C'est le même trade qui tout à l'heure, 64, et je me mets en BE pour le breakout des 60. Et on sort BE. C'est les 64 lâches, c'est à partir de là, on va passer acheteur. Encore un XC à 65. Allez, on va tenter un short sur les 64. Pour l'instant, on n'a eu aucune vente market. Une première. Ok. Il n'y a que des achats market en face. C'est le dernier vendeur agressif. Allez, maintenant on a un marché qui est entre 67 vendeurs et 64 potentiellement acheteurs. On n'a pas confirmé, on confirmera que quand 64 fait casser entre parenthèses breaker les 67. Et c'est là où on aura un palier de prix haussier. Je tente un dernier short sur 64. Celui-là, j'ai pas été exécuté. Et quand je suis pas exécuté, je pense que c'est le bon move. Allez. Et on break les 60. On break les 60 sans... Ouais, malheureusement. Non, on les a touchés, on les a pas encore breakés. Je pense qu'on peut potentiellement les casser. Allez, on a un retour. 60, c'est notre acheteur. 64, c'est notre vendeur. Maintenant, c'est le bas de ce range. Entre parenthèses, c'est le dernier palier de prix qui fait travailler les ranges. Et les 60 lâchent.
là, on annule notre trade. On a raté le train. Maintenant, on va essayer de travailler les 60. Ok, on a un retour à 59,75. Un excès sur les 60. Parfait. Maintenant, il faut que les 64 renvoient le marché à 60 pour qu'on puisse passer en short. Pour montrer que le vendeur il est encore là. Si les 64 lâchent, c'est à partir de là on passera à l'achat. Allez, 60, on travaille un breakout sur les 60. Est-ce qu'il va finir par lâcher? Je réduis mon risque, on est à 2 ticks. On tente un breakout, faut qu'il décale, ça décale pas. Non, ça décale. Ça décale. C'est très... Il y a beaucoup de balayage, malheureusement, sur le S&P aujourd'hui. Et on a les 60 qui décalent, on fait 3 points à la baisse. Vous voyez, on l'avait risqué entre parenthèses. Bon, là, on n'est pas dedans, malheureusement. On avait risqué 3 ticks pour en prendre 3 points. Ce qui nous permet un peu de prendre plusieurs petits stops pour aller chercher le gros plus qui nous fera vraiment rattraper toutes nos pertes. Donc vous voyez, même malheureusement, avec cette journée, en tout cas pour moi, qui était un petit peu compliquée, de prendre vraiment la mèche, donc le point d'entrée le plus petit, avec les stops qu'on a pris, on reste quand même sur moins 250 moins 250 dollars, qui reste plutôt une perte qu'on peut la rattraper si on arrête de trader par exemple et on revient demain, qu'on peut la rattraper facilement. Salut Malcolm. Salut. Tu es toujours sur le S&P. Tu fais pas sur le Nasdaq? Là aujourd'hui on voulait le faire sur le S&P pour le live Fidias, pour le faire un peu sur un carnet un peu plus lourd et puis que ce qu'on a fait la dernière fois sur le S&P, c'était sur le Nasdaq pardon, c'était trop volatile. Et la plupart des personnes n'ont pas compris un peu ce qu'on faisait. Ah ouais, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il a fait le Nasdaq. Alors, j'espère qu'il était plus propre. Je serais un petit peu dégoûté. Non, même pas. Mais T'auras fait moins d'argent. Ok, et du coup, les ateliers, ça revient lundi, ça? mercredi, ouais. Mercredi 18h30. Ah, ok. Ok, ça marche. Avec plaisir. Donc là, c'est la dernière zone TP qu'on avait. Alors moi, que j'avais mise entre parenthèses. Donc là, voilà, on a une zone vendeuse qui lâche, alors sur un scénario scalping, bien évidemment, et que le marché part sur ces 3 TP. Maintenant, alors l'objectif, on n'anticipe pas le marché, donc moi, potentiellement, je ne sais pas, mais on peut aller chercher ces 3 TP et potentiellement réintégrer. Maintenant, si le marché lâche, là, on peut partir vraiment, vraiment très, très bas sur le S&P. Là, c'est la dernière zone qui peut potentiellement tenir le marché. Donc là, j'ai 56,75 c'est mon acheteur et 60 c'est mon vendeur. C'est mon palier de prix, c'est mon range. Plus bas, je short. Donc plus bas que 75, je short. Et plus haut que 60, j'achète. Mais c'est qu'il est interdit. Hein? Interdit. Ah ouais? On a pris 2 ticks sur ce trade. 56,75 pour l'instant. Bon, on le travaille quand même sur un breakout. On tente de le vendre en face. Ok.
Ok. Je vais attendre. Donc j'ai 2 stops sur ce palier. Je vais attendre la sortie de ce range. Donc mon prochain trade, ça va être soit un short sur les 54-75, soit un achat sur les 60. Plus haut que les 60, pardon. Là, Makram, comme c'est un range, pourquoi tu vendrais pas les 60? Une très bonne question. Après, si tu veux trader, ouais, tenter ton scénario range, tu peux. Mais si tu veux prendre la tendance, bah, tu seras entre parenthèses obligé de tenter un breakout sur tes 60 à l'achat. Parce que si les 60 lâchent, là, on peut vraiment repartir un peu sur, dans un premier temps, sur un retracement si on dézoome vraiment le marché. Et si on casse sur les 56-75, là, on peut partir vraiment plus bas, très bas. Ok, merci. Avec plaisir. Donc en étant ouais, dézoomé sur les marchés, si on casse, on peut faire au minimum une vingtaine de points, voire 70 points sur le S&P si on le lâche vraiment. Là, ça fera beaucoup. Donc là, on reste entre les deux. Un marché qui accumule. On va essayer d'aller, voilà, on va se prendre un daily low, je pense, on verra entre moins 450 et moins 500 pour aujourd'hui. C'est bien, ça vaut le coup, entre parenthèses, pour cette journée. Voilà. Ok. C'est en daily loss, ça, aujourd'hui? Non. Non, pas encore, mais pas loin, ouais. Ah, ok. Ouais. Alors, 54-75, on a le retour, un XC quand même hein, de 4-5 ticks, ouais, c'est énorme. Ouais, vas-y, à ce stade-là, en fait, laisse tomber. On a vraiment un marché qui balaye un peu en tout cas sur le Ah, bien. 56. Vos micros, les amis, n'oubliez pas de les couper. Allez. 56-75. Et il me fait un XC, ouais, c'est quasi impossible de le prendre. Donc là, pareil, hein, j'ai tenté d'un short sur les 56-75. Là, pour l'instant, alors, on n'a pas dépassé le stop. Alors, on verra, ouais, là, il part, ça, il lâche. Ouais, c'est un dernier trade. On va voir. À la sortie des 60, peut-être. Si on a un retracement ou si on part plus bas. Ouais, les 54, 75, peut-être. 56, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On est encore hein, sur ce 56-75 et ces 60.
J'ai une question. Pour toi, quel est l'avantage d'avoir des bougies antiques? Alors, puisqu'on traite donc le volume, hein, on ne traite pas le temps, des bougies antiques, ça, comment on dit, ça réimprime bien le mouvement du carnet. Quand M1, on ne peut pas le voir en se basant que sur les volumes, parce qu'une bougie M1, c'est une bougie qui est basée sur le temps. Et une bougie de 500 ticks, c'est entre 500 transactions sur le marché, ça nous crée une bougie. Donc c'est plus le volume. Donc on ressort un peu plus haut que 60. On va tenter un dernier trade. Un achat sur les 60 pour tenter le breakout. On a 62 et vendeur. Sur le Nasdaq aussi, ouais, 500 ticks. Allez, 60. Un retour sur 60 et on passe à l'achat. On absorbe. Et je veux juste une injection market, parfait. Et là, je rentre à l'achat et c'est le dernier trade. Donc là, si vous êtes purement scalper, bah, c'est les 63, acheteur-vendeur, on scalpe. Pour moi qui prends les scalps de tendance, quand on touche ma contrepartie, c'est là où je sécurise mon trade pour la même manière, hein, tenter un breakout et aller chercher plus haut. C'est vrai que oui, si on trade et on se concentre un peu sur le PNL, ça fait supprimer quasi la moitié, un peu moins que la moitié de notre perte. Donc ça peut être tentant de couper parce que voilà, on a un PNL plutôt intéressant. Mais moi honnêtement, j'ai essayé d'enlever ça de ma tête et que je ne traite vraiment pas du tout le PNL. Et si ça revient sur mon BE et je finis ma journée sur le dernier trade en perte, honnêtement, je ne le regretterai même pas, hein, pour être honnête avec vous. Donc là, on a les 63 qui lâchent. Donc maintenant, tout ce qu'on veut voir, c'est un retour sur 63 et que les 63 passent acheteurs. Sur le premier passage, ok. Donc maintenant, si les 63 arrivent à toucher les 65, bingo, on se mettra derrière les 63. Et là normalement, si tout va bien, on va continuer sur ce même principe jusqu'au moment où on va se prendre un stop suiveur. Donc là, on a 68 et notre retour, normalement, ça doit être sur les 65. Qu'il n'avait pas cherché plus bas que 65. Allez, 65, on absorbe et on revient un peu plus bas. Allez, et stop suiveur. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, on revient sur les 63. Ouais. Il prend pas de direction, hein. Il n'y a pas de tendance en tout cas. Il y a une tendance que vous voyez, hein. On a un marché baissier qui a perdu je ne sais pas combien de points depuis l'open. Mais voilà, la variation elle n'est pas propre en tout cas. Pour ma part, quand je trade les paliers. Donc là, on a fait 62. On a supprimé la moitié de nos pertes sur un stop suiveur. Alors si on a encaissé au plus haut, on aurait supprimé toute notre perte. Mais comme je disais, en tout cas pour ma part, je ne trade pas du tout le PNL. Alors le PNL, je ne le mets pas quand je trade. Mais là, voilà, puisque je trade devant vous, donc quand je trade avec les élèves, j'aime bien le mettre pour voilà, montrer qu'il y a des journées qui sont très vertes, il y a des journées qui sont rouges, il y a des daily stops, ça arrive. C'est quelque chose qui fait partie de ce qu'on fait dans notre métier, donc c'est tout à fait normal. Il faut juste bien la gérer et c'est tout. Je vais voir si j'ai une confirmation plutôt intéressante sur les 63. Bon, je passerai peut-être sur un achat puisqu'on a récupéré quand même, même si voilà, on ne traite pas le PNL, on a supprimé quand même quelques pertes. S'il n'y a pas une belle confirmation, voilà, je ne rentrerai pas. On passera si vous avez des questions et sinon voilà. Donc là on sort. Alors c'est les 68 tout à l'heure hein, qui était notre vendeur qui a envoyé le plus de... là on a une sortie là, ouais, 68-75 qui a envoyé le plus de lot qui a fait qu'on est sorti sur ce stop suiveur. Et je me suis placé derrière les 65. Donc les 68, c'est les 68 lâches, bah, je tenterai un trade agressif. Voilà, il est parti. Allez, 68. Un retour sur 68, je passerai acheteur. Donc 68 acheteurs, 70 vendeurs. On a notre palier de prix. Maintenant, bah voilà. 68, il absorbe bien. Ok, là
On fait un excès, donc notre excès peut potentiellement tomber sur ce fameux 65 de tout à l'heure. Donc là, on a poussé le marché. Je vais rentrer à l'achat ici, 68,25. Est-ce qu'on va être exécuté? Allez, 2 ticks. À 2 ticks. Si je mets 2 ticks plus haut, bon, c'est un peu chasser le marché et puis on va agrandir sans stop. Donc pour ma part, en tout cas, c'est pas intéressant. C'est parfait. On est dans... Allez, 68. Notre acheteur, hein, il tient pour l'instant. Il tient pour l'instant, il est là. Est-ce qu'il va continuer à injecter des ordres et faire retracer le marché au moins à 70 ou est-ce qu'on prendra un stop? Et un stop, on va arrêter sur ce trade, je pense, comme ça, voilà. Même si je pense c'était un rebond avant de repartir rechercher la zone. Mais c'est vrai que voilà, côté tendance, on n'est pas. Côté variation, c'est pas top parce que on est quasi alors sur nos achats, à aucun moment on est dans le sens inverse, c'est-à-dire on ne shorte pas ici puis le marché monte contre nous ou inversement. Ben, c'est toujours comme ça, il vient, il cherche notre stop et après il repart. Il y a des journées comme ça où c'est un peu plus compliqué de les gérer. Le plus important, c'est de s'arrêter sur une toute petite perte qu'on peut le rattraper plus facilement demain. Vous avez vu avec un lot S&P, on peut faire des trades à 300-400 dollars tout simplement avec un lot. Donc demain, alors là on est vendredi, mais lundi, voilà, un trade, deux trades, la perte d'hier, elle est vraiment supprimée. On peut passer même limite dans le vert. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? J'en ai quelques-unes. J'espère que j'ai répondu sur toutes les questions déjà qui ont été posées sur le chat. Juste une question là, Makram, s'il te plaît. Tu as Yes. vu sur ce qu'il est en train de faire entre les 68 et 70? Oui. Là, tu prendrais donc, vu qu'il range là, le prix, il est en train de ranger, tu prendrais un achat sur les 68 alors. C'est ça. En fait, quand tu n'es Ok. pas dans la zone, quand tu es dans la tendance, vaut mieux acheter le bas de ton range Ouais, voilà, ok. que voilà. Et parce que tu restes sur ton palier et puis tu as plus de probabilité, même si bon, aujourd'hui, malheureusement, c'était pas le cas, en tout cas pour ma part, mais on était quasi la plupart de temps dans la micro-variation entre les zones. Ok, merci. Avec plaisir. Regardez s'il y a d'autres questions. Sinon, Ouais, Makram, oui, dis-moi est-ce tout. que tu avais testé du coup en intraday ta méthode? Allez, alors ce qu'on fait, puisqu'on traite les fonds avec Nicolas, là on fait ça, on scalpe pas, on prend vraiment les mouvements sur les zones. Ouais. Donc Ah, sur ok. du... Qu'est-ce que ça donne? Franchement, pour l'instant, c'est intéressant, puisqu'on est juste en train d'acheter le bas du range sur le S&P, puis shorter le haut. Donc là, Ok. on tente pas de breakout. Alors je reviens, tiens, je vais mettre le graphique ici. Voilà. Sur du moyen long terme, on reste plutôt entre parenthèses sur la tendance. Donc ici, on avait détecté cette zone, donc on avait effectué que des achats. Et quand on est sur notre zone vendeuse, on fait que shorter. Maintenant, si on fait l'inverse, si on compare quelqu'un qui a tenté un breakout ici sur du moyen long terme, hein, pas du scalping, bah là c'est un stop. Si on tente un breakout haussier ici, c'est un stop. Si on tente un breakout baissier ici, c'est un stop. Si on tente un breakout haussier ici, c'est un stop. Et si on tente un breakout baissier ici, c'est un stop. Maintenant, nous, on avait tradé, on fait l'inverse. Donc, on prend toutes les variations. Donc, ici, on achète, on revend ici. Maintenant, on a une position acheteuse ici. Que si ça passe pas, parce qu'à un moment donné, le range, il va lâcher. Et bien, si ça passe pas, on va se prendre un stop qui va annuler 80% du gain d'une seule position gagnante. Et qu'on avait pris 3. Donc, on restera gagnant sur la totalité de la variation. Et on fait que ça. Ok. Et le RR, il est de 1, hein? Non, on met Non, des stops. Je vais regarder. Je vais juste ouvrir le fichier et le dire tout de suite.
On est sur 68 points de stop. Ah oui, ok. 68 points de stop. Et on cherche 200, à peu près dans les 200 points de gain. Sachant, Ok, ouais, un pour deux, quoi. c'est ça, sachant alors, ça fausse un peu, peut-être pas un pour deux, ça fausse un peu parce qu'on sort 50% sur la zone intermédiaire. Ah oui, ok. Donc voilà, dès qu'on touche la zone intermédiaire, on sort 50% de la position et on met les 50 restantes BE. Comme ça, au cas où le marché se retourne contre nous et repart à la baisse, bah, on a encaissé la moitié et on ne perd pas d'argent, on ne garde pas le stop. Donc ouais, si on le calcule bien, il n'est pas réellement 1 pour 2, quelque chose, on est peut-être sur 1,8 ou un truc pas loin. Pas loin des 1,2 en tout cas. 1 pour 2, pardon. Non, franchement, c'est Et bien. donc, Oui, Macron, vous placez le stop quand vous prenez la position à environ 70 points, c'est ça? Le stop? c'est ça, ouais. Pour Ok. aller chercher 200 points. Après, la taille, elle est petite. Hein. C'est pas quand on. Même pour vous, parce que Fidias aussi, ils font des swings. On rentre pas avec un full S&P sur une position. Ben, on va rentrer avec un micro-lot ou deux. Parce que le stop, il est beaucoup plus large. Avoir juste un seul micro-lot, déjà, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, hein, l'analyse et la variation technique qu'on a eu donc sur cette analyse technique, elle a, en tout cas pour aujourd'hui, elle a eu 100% de taux de réussite. C'est-à-dire, c'est qu'on a fait vraiment les breakouts, ils étaient vraiment parfaits. Donc là, on sort de la zone A, on va chercher la zone B. Quand on sort de la zone B, on va chercher la zone B ici. Quand on sort de la zone A ici, on va chercher la zone B. Et inversement, sur le retour, quand on sort d'ici, on va vraiment chercher les zones. Donc on travaille, c'est ce qu'on appelle des blocs de volume. Donc là, comment on dit, la stratégie, elle était de bloc de volume, elle était 100% de taux de réussite. Maintenant, sur l'exécution sur le carnet, ça a été un peu plus compliqué. Si on avait tenté potentiellement un short avec un stop au micro-lot derrière ici de 6 points, ça pourrait peut-être ramener beaucoup plus de gains. Mais demain, c'est l'inverse. Sur une session, vous gagnerez plus quand vous scalpez que si vous avez pris juste une seule position. En fait, c'est ça, c'est que le marché il est adapté pour plusieurs configurations. Il n'y a pas une stratégie qui va fonctionner tout le temps. Il y a des stratégies qui fonctionnent, des stratégies de breakout. Ça fonctionne quand le marché est de tendance. Et donc, quand le marché est de tendance, la stratégie de range ne fonctionne pas. Et inversement, quand le marché est long range, bah les stratégies de tendance ne fonctionnent pas, etc. etc. C'est un peu vraiment le même principe. Samir, il a raté le début. Alors, j'ai envoyé le workspace à Mousse. Il va vous le partager si vous tradez avec Atas. En fait, c'est se baser vraiment sur les blocs de volume qu'on a ici, par exemple. Donc là, vous voyez pourquoi, je rebondis au même temps, hein, Samir, sur ta question, pourquoi aussi, même si on scalpe, on doit vraiment avoir une vision un peu dézoomée sur le marché, parce que là, on a tenté quelques scalps ou quelques achats, hein, parce qu'on a fait les deux, et on voit qu'on est vraiment sur ce très, très gros bloc d'achat sur le S&P, et donc c'est des zones qui ne vont pas lâcher. Alors, quand ça lâche, ces zones-là, ça part en ligne droite, hein, le marché. En tout cas, pour nous, si ce range part à la baisse, le S&P peut faire minimum 75 points à la baisse, voire 140 points à la baisse. Okay, donc, ce n'est pas des zones qui vont lâcher sur le premier passage. Hein, c'est des zones qu'on va accumuler, qu'on va travailler ces zones-là sur du moyen long terme. Et peut-être lundi, peut-être là, à la clôture, la zone, elle lâche. On ne sait jamais, hein. Ou la semaine prochaine, c'est là où on va avoir le breakout sur cette très grosse zone. Et on peut tout simplement réintégrer le marché et aller chercher la contrepartie à 220 points plus haut. Et donc c'est des zones, voilà, c'est des zones de volume. Quand on zoome sur le marché, on les voit très bien ici. C'est des blocs de volume qui ont tenu le marché. Et quand ces blocs, parce que là on a un range, donc c'est trop gros, on ne peut pas mettre que des lignes ici on ne saura pas. Si on prend tout le bloc, ça nous fera une très grosse zone de presque 100 points S&P. Donc pareil, c'est énorme. Et donc tout ce qu'on va faire, on va essayer de chercher les zones, la plus grosse concentration de volume que vous voyez ici, ici et ici. Et donc quand on regroupe
ces zones-là, vous voyez, alors c'est en daily, hein, donc là on a 1 million de lots, là on a 985 000 lots, ici on a 1 million, ici 956, etc. Et c'est là où on va avoir cette concentration et surtout que cette zone a lâché. Donc pour nous, avant de la mettre en rouge, c'était une zone vendeuse. C'est-à-dire on tente un short et quand notre vendeur lâche, c'est comme la loi de dos entre parenthèses, c'est là où on a un marché haussier. Confirmation au prochain retour et c'est là où on va commencer à acheter. Donc on achète avec des stops et on repart chercher la contrepartie. Le marché repart, on rachète et on va chercher la contrepartie. Le marché est reparti, on l'a racheté, donc on a une position ici. Ça peut être ce jour-là le stop, mais en tout cas voilà, grâce à ça, donc certes ici on va prendre un stop, mais grâce à ça on a pris un gain, on a shorté 2 fois, on a acheté 2 fois, et donc quand on va prendre un stop, ça supprimera à peu près dans les 80% le gain d'une seule position, et donc la position restera vraiment 100% gagnante entre parenthèses. Tiens, il a envoyé Mousse sur le chat, Samir, si tu... Ah, c'est bon, j'ai vu que tu as liké. Et bah, Frédéric, il a eu une belle journée, quasi les mêmes zones, mais il a fait une belle journée. Bah, bravo, bravo, bravo. Alors moi, je fais une journée à moins 325 aujourd'hui sur le S&P. Donc voilà, on a vu un peu le fonctionnement. C'est dommage hein, pour ce dernier achat qu'on a essayé de tenter. Parce que là, on a eu une très belle variation. Hein. On a fait l'offre et la demande, donc on a été vraiment chercher les 10 points. Maintenant, bah, on verra. Hein. De toute façon, j'espère que ça vous plaise et puis qu'on puisse faire de plus en plus des lives. Donc, vous allez voir avec sur du long terme, quand on perd peu. Et quand on gagne, on fait des belles journées. Hein. 325 lots de $325 pardon, de daily loss. Même pas un daily loss parce qu'on ne l'a pas atteint entre parenthèses de perte, ça reste plutôt petit. Merci à vous, merci à tout le monde. Si vous n'avez pas de questions, eh ben on va aller profiter de notre week-end, même s'il pleut un peu chez moi. Et on se retrouve, si tout va bien, Mousse, c'est jeudi, c'est ça, parce qu'on n'a rien la semaine prochaine, j'ai juste regardé. Semaine pro. Ouais, jeudi ou si tu as une autre disponibilité, on peut s'arranger ça. Ouais, jeudi. Ouais, on peut faire ça jeudi. On peut faire ça jeudi prochain, Ça marche. Hein. jeudi 16. Et on essaiera de faire du Nasdaq à ce moment-là. Yes, avec plaisir. Comme ça. Là, c'est bien parce qu'on a vu un peu le fonctionnement. Maintenant, bah voilà, on a la base. Donc, on peut faire le Nasdaq. C'est beaucoup plus, pas intéressant, mais voilà, c'est beaucoup plus sympa. Sportif. Yes. Mais c'est gérable. Vous allez voir que c'est quelque chose qu'on peut maîtriser très très facilement, le Nasdaq. Il ne faut pas juste être impressionné par sa volate, mais c'est un truc vraiment faisable. Par contre, le VIX, il a bien monté. Hein. Ouais, le VIX, là, il fait que... on a commencé, on était à 18 et quelques. Non, même, on a commencé l'Open, mais avant, il était encore plus bas. Ouais. Là, voilà. Bon, merci à comment on voit le calendrier des lives, Pascal. Normalement, alors là, on a mis vendredi parce que hier c'était férié, il n'y avait pas des grosses variations. Mais normalement, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis. Et il y aura un replay de Despo quand j'enverrai à Mousse et puis que ça sera aussi posté sur YouTube. Live, je vais l'appeler Live Fidias ou un truc comme ça. Et puis voilà, vous pouvez le trouver sur notre chaîne Trading Institute. Pascal, normalement, tu vois ça tout en haut du Discord de Fidias et tu as normalement l'onglet événements. Et normalement, c'est là que tu peux voir tous les événements. Et j'ai posté la chaîne Trading Institute ici dans le chat vocal que tu peux voir si tu veux revisionner le replay. Eh bien, c'est parfait. Merci à vous, c'était sympa.
Ça fait plaisir, vous êtes vraiment nombreux et il y a beaucoup de questions. C'est plutôt intéressant. On va essayer de continuer de faire la même chose et puis pour la semaine prochaine, on fera le Nasdaq. Super, merci Mac. Bon week-end. Merci tout le monde. Bon Ciao. week-end. Merci. Non, Ciao. merci. Ciao tout le monde. Bon week-end à tous.